Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour Guillaume, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Anaïs, écoute, je vais très bien. Pour cette interview, nous allons plonger au cœur des sujets cruciaux liés aux bonnes pratiques en marketing responsable. On va aborder les sujets de copywriting, de storytelling, de personal branding et d'employee advocacy. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi je m'appelle Guillaume Sall Turel d'ailleurs, parce que je me suis marié il y a un an, donc j'ai pris le nom de ma femme, elle a pris le mien. Écoute, moi je suis freelance, je suis à mon compte depuis maintenant un peu plus de 4 ans, c'est la 5e année. Et on va dire que ça fait 2 ans vraiment que je suis spécialisé sur LinkedIn et je fais 2 choses plus précisément. J'écris pour les entrepreneurs engagés et notamment des boîtes à impact. Donc j'écris les posts LinkedIn généralement des CEO. Et deuxième chose, en fait, j'accompagne les boîtes à impact et les acteurs aussi, certains acteurs associatifs, ou en tout cas tous les acteurs qui ont un impact environnemental et social, on va dire, à prendre la parole de l'intérieur, en fait, quelque part, c'est-à-dire à pousser en fait leurs salariés à prendre la parole sur LinkedIn et à travailler comme ça des stratégies de rayonnement un peu et de visibilité à travers les prises de parole de leurs salariés. Et je fais ça justement à travers des séances de coaching en fait, parce que j'ai fait beaucoup de formations avant, mais je me rendais compte que le problème c'était la mise en pratique derrière. Et donc en fait j'organise des ateliers d'écriture de 1 heure où je prends 4 à 5 personnes comme ça. Chacun arrive avec une idée de poste, chacun la rédige, moi je suis là en backup et puis à la fin on peut publier. Copywriting et storytelling jouent un rôle essentiel dans le marketing. Ce sont des outils de communication efficaces. Néanmoins, ils ont aussi des limites et peuvent être pris pour de la manipulation. C'est quoi toi ton point de vue sur ce sujet ? Écoute, déjà, j'ai envie de poser une question de manière un peu provocante, mais c'est la communication n'est-elle pas de la manipulation, en tout cas une forme de manipulation ? Non, alors je plaisante, mais une fois qu'on a dit ça, en fait, je pense que déjà, tu vois, une bonne clé de lecture, je pense au bouquin de Cialdini que tu connais probablement, en tout cas, qui est un peu la Bible des marketeurs, qui s'appelle justement Influence et manipulation. Et je pense que c'est important de distinguer les deux. C'est-à-dire que d'une part, convaincre, orienter la prise de décision, ça c'est plutôt ce qui relève de l'influence. Et je dirais, ça fait partie du terrain de jeu entre guillemets du marketing au sens large. Et puis si on rentre un peu plus spécifiquement du copywriting, donc de l'écriture persuasive ou du fait de raconter des histoires, hein, le storytelling. Mais il faut se garder en fait, faut poser des garde-fous pour pas tomber dans la manipulation. Et en fait, tout ce qui est, bien sûr, on va le voir, mais il y a des techniques qui sont plus ou moins malhonnêtes, et notamment le fait de marketer à l'insu des gens. Tu vois, en utilisant, pourquoi pas, on reviendra sur les biais cognitifs, etc. Mais tu vois, c'est l'idée, de pas marketer à l'insu des gens, d'être quand même assez honnête, assez transparent, etc. Donc ça, c'est la première chose, tu vois, distinguer influence et manipulation. Et la deuxième, je pense que tu vois, quand la limite à la manipulation quelque part, c'est l'intention qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire que l'intention, elle est clé en marketing. Et comment dire, tant que tes intentions, on va dire, sont bonnes, ou en tout cas qu'il y a une certaine honnêteté vis-à-vis de tes intentions, logiquement, c'est que tu es dans le domaine du possible, quoi. Si je te prends un exemple justement sur les biais cognitifs, et c'est un truc qui me marque parce qu'on voit, on a vu apparaître, si tu veux, ces dernières années, et notamment sous l'influence, tu vois, des auteurs américains, mais surtout de leur traduction en France, tu vois, parce que les choses arrivent toujours avec un temps de retard. Et tu vois, j'ai vu pas mal de vidéos passer, des choses, c'était à l'époque, c'était sur Marketing Mania, mais ça a été repris énormément. Et tu vois ponctuellement plein de marketeurs et de copywriters, notamment en freelance, qui t'expliquent, tu vois, ou qui sont arrivés avec les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il faut les utiliser, etc. Et je trouvais que, généralement, si tu veux, il y avait zéro once d'éthique dans le traitement qui était proposé. C'est-à-dire, le cerveau humain est biaisé, les individus sont pas rationnels, utilisons ça pour leur vendre le max de trucs possibles, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que
si tu fais pas ça avec un minimum de recul, tu te retrouves avec tu vois, avec des pubs. Je reprends les pubs des années 50, tu sais, des pubs pour Camel ou Camel, donc les clopes, hein, qui utilisent le biais d'autorité en te montrant un docteur et en te disant que fatalement les Camel sont les meilleures cigarettes parce que c'est la clope préférée des docteurs, quoi. Tu vois, genre, on revoit ça 70 ans plus tard, on est là, mais what, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois. Et donc je pense qu'il faut être faut vachement être attentif à ça et faire attention parce que au fur et à mesure que les connaissances évoluent et notamment sur le cerveau humain, tu vois, peut-être qui nous dit pas que dans 20 ou 30 ans, tu vois, certaines des pratiques aujourd'hui qui sont plébiscitées seront pas scandaleuses, quoi. Et donc je pense que si tu le sais au départ, ça t'aide quand même peut-être à avoir un peu de recul et à prendre un peu de recul, tu vois, sur ces intentions là, quoi. Ces techniques de copywriting, storytelling, elles sont aussi de plus en plus accessibles et sans forcément, comme tu dis, de notion d'éthique ou de garde-fou derrière. Comment je fais pour utiliser ces techniques-là de manière responsable en fait aujourd'hui? Tu vois, pour répondre à cette question, je vais distinguer un peu le copywriting et le storytelling parce que bon, tout ce que j'ai dit en introduction, tu vois, sur l'aspect éthique, l'honnêteté, la différence entre influence et manipulation, etc. C'est un espèce de socle de valeur, tu vois, de référentiel de valeur que tu as et qui peut guider tes décisions. Mais derrière, si on rentre un peu plus dans le détail sur le copywriting, si je prends des exemples, je vais essayer d'aborder aussi des exemples un peu pratique. La première chose, tu vois, pour marketer de manière plus responsable, c'est le côté arrêter les surpropositions de valeur, quoi. Tu vois, genre quand je vois des trucs, exploser vos résultats, générer une croissance démentielle, devenez un monstre etc. Tu vois, tout ce langage là, un peu tous ces superlatifs et ces surpropositions de valeur, tu vois, elles font appel, je crois, à des sortes de, tu vois, de désirs cachés que l'être humain a en lui-même, quoi. Et donc ça, déjà, tu vois, essayer d'éviter, quoi, d'arrêter et d'être, tu vois, tout ce langage guerrier aussi qui est hyper utilisé par pas mal de boîtes et notamment dans le gros hacking, tu vois, ou le gross marketing un peu, voilà, toutes ces surpropositions de valeur, essayer de les mettre un peu de côté. Deuxième chose, même chose, tu veux, sur tout ce qui est un peu l'utilisation aussi mais ce qui a été le marketing et la com depuis l'après-guerre, en fait, tu vois, mais tout ce qui est comment dire, le champ lexical d'un monde sans limite, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu sais, voilà, le forfait illimité, le générer des revenus infinis, etc. Non, en fait, basiquement, on vit dans une planète finie avec des limites planétaires et rien n'est infini dans un monde fini, quoi. Tu vois, donc voilà, essayer d'éviter aussi, tu vois, tout ce référentiel un peu à l'abondance qui en fait aujourd'hui, enfin, dont on touche du doigt les limites aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc ça, c'est des exemples assez concrets. La troisième chose, ça serait le côté, ça fait référence en fait à ce que je disais, d'y aller un peu mollo sur les biais cognitifs, c'est-à-dire que on le sait maintenant, l'être humain achète toujours sur le coup de l'émotion et justifie un peu ou rationalise en fait son acte a posteriori quelque part. Donc ça sert à rien de souffler sur les braises, quoi, tu vois. Je dis souvent mollo sur le FOMO, quoi, tu vois, genre le fait de créer un sentiment d'urgence, un besoin incroyable, etc. Tu vois, la peur de faire appel en fait à des ressorts psychologiques qui sont basiques et qui sont très ancrés dans notre condition d'être humain, quoi. Tu vois, la peur de manquer, la peur du lendemain, quoi. Tu vois, de pas savoir de quoi demain sera fait, de manquer de quelque chose, etc. Éviter de jouer sur ces ressorts-là. L'urgence, tu vois, susciter de l'urgence, c'est 3/4 du temps. Est-ce que j'ai besoin de cette formation, quoi, tu vois? Alors, ok, certes, demain à minuit, elle passera de 300 à 400 euros. mais est-ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui, quoi, tu vois? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre demain, quitte à la payer 400 finalement, au moins. Mais voilà, bien éviter un peu, tu vois, tout ce qui est dark pattern aussi, ce genre de choses. Mais voilà, éviter de jouer avec ces émotions un peu, enfin, avec les émotions de ses prospects, quoi. Le fait aussi effectivement d'être honnête, mais être honnête dans le sens, je donnais un exemple très clair, c'est-à-dire quand tu marketes un produit, généralement tu sais à qui il s'adresse, ou un service, tu sais à qui tu t'adresses, mais tu sais aussi à qui tu ne t'adresses pas. Et c'est hyper important de le dire, en fait, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que même d'un point de vue
comment dire, hyper rationnel et de la relation client, si tu veux vendre un produit à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est forcément susciter de l'insatisfaction derrière, quoi. Et donc, si tu veux, du point de vue de la relation client et toi, de ta, si tu veux, de ta réputation, de ton truc, etc., c'est te tirer une balle dans le pied aussi. Donc, tu sais à qui tu parles et tu sais à qui tu t'adresses, mais voilà, moi, ça m'arrive, tu vois, typiquement, j'ai pas mal en ce moment, ou même depuis que j'ai lancé mes produits, j'accompagne avant tout des CEO avec un tarif adapté, et j'ai pas mal de freelances qui viennent me voir en me disant, bah écoute, est-ce que tu pourrais me coacher, ce genre de choses. Je leur dis non. Enfin, honnêtement, j'ai un tarif horaire qui, sauf si t'es prêt à le payer, mais j'ai un tarif horaire qui s'adapte pas, enfin qui est pas adapté à des petits freelances entre guillemets, tu vois. Et à moins que tu veuilles vraiment le mettre, mais généralement je m'adresse pas à toi, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu sur le copywriting. Sur le storytelling, en fait, pareil, certains ressorts, en fait, tu vois. Alors là, je parle peut-être un peu plus précisément sur LinkedIn, mais en fait, il y a 3 éléments. La première, c'est peut-être le côté essayer de lever le pied sur la victimisation, tu vois. La première chose, t'as l'impression que être une victime, c'est le nouveau passeport pour la célébrité, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, alors, quand je dis être une victime, c'est l'idée aussi de répétition. C'est-à-dire que, bien sûr, je comprends qu'il y ait des gens, tu vois, qui ont vécu des situations compliquées, etc., et qui ont besoin de raconter ça, ou en tout cas, qui utilisent cette histoire à un moment donné pour générer de la visibilité, et ok, c'est une chose de le faire une fois, c'est une chose de le faire semaine après semaine, tu vois, et même une fois que ta situation perso a bien évolué depuis le temps où, si tu veux, enfin, tu continues à être cette personne qui se victimise, alors qu'en vrai, ça fait longtemps que c'est ça. Tu vois, c'est ça. Et alors même que, grave. Et puis alors même que, tu vois, ça fait longtemps que tu as dépassé aussi ce statut finalement, tu vois. Donc ça, c'est un peu sur la victimisation. La deuxième, c'est en storytelling, on le sait, tu as un héros, une quête et des obstacles, tu vois. Et pose-toi la question toujours de ces obstacles, c'est-à-dire que, enfin, ça sert à rien d'en rajouter, quoi. Tu vois, je vois toujours pareil dans certaines histoires, etc. Je vois des gens, mais utiliser ces ressorts, mais de manière, enfin, tellement grossier, quoi. Tu vois, enfin, les ficelles sont tellement grosses, c'est-à-dire que si ton histoire, elle est, en vrai, enfin, si ton histoire est assez puissante, enfin, est réellement assez puissante, t'as pas besoin de la pimper, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de commencer ton histoire en disant, je sais pas, j'aurais jamais cru arriver là, et pourtant tout le monde m'en a dissuadé, tu sais, ou genre, et pourtant toute personne ne croyait en moi, etc. Ça va. Si c'est vrai, ok, vas-y, mais si c'est qu'à moitié vrai, ou que juste en passant, il y a un pote il y a 10 ans qui t'a dit ouais, franchement ça va être chaud. Enfin, tu vois, ne mets pas, voilà, ne crée pas des. Alors, enfin, c'est la base du storytelling, hein, c'est-à-dire que dès que tu désignes un ennemi, et alors c'est pareil pour l'ennemi, mais dès que tu désignes des obstacles, c'est ta capacité à franchir ces obstacles qui fait quelque part que l'histoire est belle, parce que ton point d'arrivée est bien plus supérieur à ton point de départ, et donc en fait c'est ce qui matérialise un peu comment dire, la profondeur de la quête et la difficulté du chemin, quoi, tu vois. Et donc c'est ça qui va générer de l'engagement. Mais voilà, ça sert à rien de pimper les obstacles, quoi, tu vois. Et ça, et pareil, tu vois, souvent je vois aussi, voilà, j'ai appelé ça, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, et c'est sur cette base en fait que tu m'as contacté, qu'on a discuté, d'ailleurs c'était rigolo. Mais c'est le côté aussi, tu vois, souvent t'as l'impression que les proches, j'ai un pote qui dit ça, et je trouve ça assez marrant, dans ces histoires-là, pas mal de gens qui utilisent ces grosses ficelles, t'as l'impression que leurs proches, c'est juste une armée de nuisibles, et de gens qui leur veulent du mal, quoi. Tu vois, genre c'est la malveillance de mes proches, genre j'ai voulu lancer cette formation, ou lancer ce business, etc. Mes proches m'en ont toujours dissuadé, quoi. Ok. Alors, une chose qui est potentiellement vraie, c'est que tes proches aient eu peur pour toi, et qu'effectivement ils ont projeté peut-être leur peur sur toi, et donc ça donne des choses peut-être pas hyper, enfin un climat qui est pas génial, mais bon. Voilà, quand c'est surutilisé, si tu veux, ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Et donc voilà, enfin si j'avais différents points à lister un peu, ce serait ça quelque part. Tu vas éviter de surjouer tous ces mécanismes là dont je viens de parler, que ce soit à la fois en matière de copywriting et en matière de storytelling. Et ça va tellement à l'encontre des listes qu'on voit d'habitude de bonnes pratiques. Le fait de pas survendre, par exemple, sur le copywriting, c'est juste être réaliste et vendre ce qu'on peut vendre à la bonne personne. Moi, je dis toujours, je suis pas là pour convaincre, par exemple, des prospects, quoi. Et d'ailleurs, dès que j'ai un prospect qui commence à être un peu
à poser des questions, à se demander est-ce que le marketing responsable, ça a vraiment des résultats, etc. Moi, je force pas. Je suis là, ok, bah en fait, on va pas travailler ensemble. Enfin, Non, mais je te rejoins carrément. Je suis un peu pareil. Genre, je déteste avoir à convaincre les gens. Et bon, en fait, justement, c'est une bonne question. On pourrait faire un petit aparté là-dessus, mais ça dépend aussi, ça, je pense, de ton tunnel un peu d'acquisition entre guillemets. Tu vois, moi, c'est vrai que généralement, quand les gens me contactent, ils me connaissent entre guillemets, parce que bon, j'ai mon canal d'acquisition sur LinkedIn, et après j'ai monté aussi un mini cours gratuit en fait pour les acteurs de l'impact en général. Euh, donc les freelances, mais aussi bien sûr les marketeurs de boîtes à impact, etc. Donc quand les gens arrivent, ils me connaissent déjà, et j'essaye de tout faire en sorte aussi sur mon site web en termes de tarifs aussi, en termes de etc. pour lever le plus de barrières, tu vas être le plus transparent possible en amont, et pour qu'en fait les gens soient plutôt là pour valider, comme tu disais, un fit, tu vois. Et discuter un peu et valider leurs intuitions, plutôt que voilà, pour de faire carrément un entretien, une sorte de, tu vois, pas d'entretien d'embauche, mais entre guillemets, quoi, tu vois, et d'avoir à les convaincre, etc. Non, là l'idée c'est que ouais, si tu viens, t'es déjà au moins convaincu, tu me connais, et puis c'est juste de la validation, ou t'expliquer un peu plus en détail comment je fonctionne, ma méthode, etc. Et voir si de ce point de vue-là, toi, ça te convient, et dans ce cas-là, on avance ensemble, quoi. Ouais, le tunnel de conversion, il est là pour être sélectif, quoi, pour au fur et à mesure qu'on avance dans le process, avoir des personnes qui fit, mais aussi en éliminer d'autres parce que ça matche pas. Clairement. Et ça, tu vois, on y reviendra aussi, mais je pense que quand tu parles de marketing responsable et toutes ces valeurs-là, tout ce positionnement, etc., il doit transpirer dès le début, en fait, et à chaque étape de ton tunnel de conversion, et notamment pour écrémer tous les gens, effectivement, dont tu veux pas. Moi, c'est assez marrant, tu vois, mais quand je me suis lancé sur LinkedIn il y a un peu plus de 2 ans, j'étais pas spécialement, comment dire, je ciblais pas spécialement les acteurs de l'impact. Et du coup, j'avais pas une ligne édito là-dessus. J'étais un peu, genre, j'étais écolo dans ma vie privée, mais j'étais un peu schizo, quoi. Tu sais, j'étais écolo dans ma vie privée, mais professionnellement, comment dire, c'était pas l'image que je montrais. Et du coup, j'avais une strate de contenu assez générique, entre guillemets, pour un coach LinkedIn, entre guillemets, tu vois. Et en fait, du coup, je me rendais compte que j'attirais des gens que j'avais pas du tout envie d'attirer, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Et quand, si tu veux, ça a été en partie aussi suite à ce constat, et à un moment où j'ai essayé d'aligner un peu, tu vois, mes convictions avec mon job et mon activité au quotidien. Et c'est en allant sur des terrains, si tu veux, et notamment en parlant d'écologie, de justice sociale, etc., je me suis aperçu que ça filtrait, ça filtrait terrible, quoi, tu vois. Mais tant mieux, hein, quelque part. Donc, parce que de toute façon, il vaut mieux ça que prendre des contrats avec lesquels tu vas pas te sentir aligné, qui vont te faire chier, ou voilà, sur lesquels tu te diras ouais, c'est moi mais c'est pas moi. Enfin bon, tout ce qui crée un peu du désalignement, entre guillemets, et puis du paradoxe, généralement c'est pas quand il va à reculons, juste parce que il y a le chèque à la sortie, c'est quand même pas super, quoi. Mais bon. Manon Verbeek, qui dans l'épisode 18 me parlait de marketing répulsif, et que elle avait une identité graphique très marquée, des positionnements très forts aussi dans ses posts, et elle disait bah voilà, c'est répulsif, il y a des gens avec qui vont pas du tout accrocher avec ça, et je suis complètement alignée avec le fait qu'ils soient répulsés par ma communication, parce que je ne veux pas travailler avec eux. Moi, une de mes questions que je voulais te poser, vu que justement toi tu travailles beaucoup sur le personal branding et aussi sur tous ces sujets d'impact, etc. Comment est-ce qu'on fait pour rester authentique et transparent dans une stratégie personal branding sans tomber à nouveau dans de la manipulation ou du greenwashing, ou être accusé de greenwashing, notamment quand une partie de notre personal branding est basée sur un engagement environnemental. Moi, c'est mon cas. Et je sais que quand je vais poster sur ce sujet-là et sur des choses qui me touchent personnellement, je suis toujours un petit peu, avant de d'appuyer sur publish, j'ai un petit frisson de me dire, ok, qu'est-ce qui va me retomber dessus? On va m'accuser de quoi? T'as des retours un peu là-dessus? Ouais, ben peut-être, écoute, oui, peut-être dire plusieurs choses. En fait, je synthétiserai peut-être ça en 3 points, et puis après je les développerai un peu chacun d'eux. Je dirais que la base c'est, enfin, c'est 3 valeurs un petit peu, c'est honnêteté, transparence et sincérité dans l'engagement. Honnêteté, alors c'est honnêteté. Moi, j'aime bien, si tu veux, en matière de personal branding, dire comment dire. Une des techniques que moi j'applique, c'est dire aux gens, définissez 4 adjectifs qui vous correspondent, que vous
pensez incarner, enfin déjà de manière spontanée, et que vous souhaiteriez incarner auprès des gens qui vous lisent au quotidien sur LinkedIn ou voilà, enfin qui incarnerait la manière dont vous souhaitez être perçu par votre audience, hein, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur votre site web, sur l'ensemble de vos canaux. Et en fait, le but de ces 4 adjectifs, c'est de servir, enfin de constituer une sorte de boussole en fait, tu vois, en termes d'action. Et à chaque fois que tu veux écrire un post ou que tu hésites, notamment, tu vois, à appuyer sur publish, hein, que tu hésites à publier, que tu hésites à commenter quelque chose, à le liker, etc. Ben, pose-toi la question de savoir si tu peux le raccrocher ou si c'est compatible avec un des 4 adjectifs que tu as définis, tu vois. Et donc, par exemple, si tes 4 adjectifs, c'est engagé, sincère, je sais pas moi, bagarreuse, pourquoi pas, tu vois, ou en tout cas un peu clivante, je sais pas. Mais voilà. Et à chaque fois, pose-toi la question de savoir si tu peux au moins le rattacher à un adjectif. Généralement, si tu peux le rattacher à plus d'un adjectif, t'es tranquille, vas-y, c'est bon, c'est conforme à l'image que tu souhaites projeter, qui doit correspondre à tes engagements sincères, mais ça, on y reviendra au 3e point. Et puis voilà. Et si jamais tu arrives à le raccrocher à au moins un, c'est bon. Si jamais tu n'arrives à le raccrocher à vraiment aucun des 4, ben ne le fais pas. C'est que probablement c'est pas bon, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est pour l'honnêteté. Le deuxième, c'est la transparence, tu vois. Et je pense que les gens apprécient la transparence. De toute façon, tu vois, on peut être engagé sur le plan environnemental, etc. Moi, j'arrête pas de dire, on n'en demeure pas moins les enfants de notre époque, tu vois. Et ça demande un boulot de déconstruction et des efforts monstrueux. D'ailleurs, c'est la première chose que les gens viennent te dire, hein. Ah ouais, tu vois, le classique, ah mais t'écris des posts LinkedIn, hein, le numérique, c'est 6% des émissions mondiales et c'est en augmentation, etc. Gna gna gna. Bon, tu vois. Et donc, c'est le fait d'être à la fois transparent sur tes actions et conscient, tu vois, de tout ça, quoi. Tu vois, oui, effectivement, ben, le meilleur moyen d'avoir un truc à 0 émission, c'est de s'enfermer dans une grotte et de faire de l'autosubsistance, tu vois, de vivre dans la montagne, etc. Bon, à partir du moment où tu fais pas ça, qu'est-ce que tu fais, en fait, tu vois? Et du coup, c'est être conscient, être transparent, à la fois être conscient de toutes tes actions. Et ça veut dire, tu vois, bah, tu produis, enfin, je donnerai peut-être l'exemple du bilan carbone, mais être conscient des ordres de grandeur, et travailler un petit peu tout ça. Et après, être transparent dans tes actions. Tu vois, moi, j'avais fait un post sur mon bilan carbone, tu vois, et j'étais quasiment à 4 tonnes, tu vois. Donc, bon, ben, fatalement, c'est pas 2 tonnes, c'est 4. Et en même temps en disant ben ouais, ok, ben je me chauffe au gaz, j'ai acheté une maison, je me chauffe au gaz, que ça pour l'instant compliqué, j'ai amélioré l'isolation, je fais de la cuisson passive pour mes pâtes, mais malheureusement ben il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, etc. Et au moins, tu vois, cette transparence-là, pour le fait, enfin, pour peu qu'elle aille dans le bon sens, tu vois, parce que justement, elle est positive parce que je suis à 4 tonnes, je suis pas, la moyenne est à 10, tu vois, donc tu te dis, ben ouais, en fait, je suis plus de 2 fois inférieur, enfin, mon bilan carbone perso, il est plus de 2 fois inférieur à la moyenne à la moyenne nationale. Et du coup, tu vois, bon, c'est toujours pas 2 tonnes, mais de toute façon, tu sais qu'il y a 1 tonne, c'est les services publics. Donc, de manière générale, si tu vas à l'école, tu utilises les services de santé, tout truc, t'es déjà 1 tonne. En fait, de vivre en France, c'est 1 tonne, pratiquement, avant même d'avoir une maison. Et voilà. Et puis après, d'être transparent en disant, ben voilà, je connais mes axes d'amélioration. Voilà, moi typiquement, j'ai divisé par 3 ma consommation de viande, mais je continue à manger de la viande. Voilà, mais parce que ben il y a un truc. Enfin, j'ai essayé de déconstruire plein de trucs et parmi voilà les trucs que j'arrive. Je dis pas que. Alors en fait, clairement, aujourd'hui, je suis quasiment on va dire que je suis végétarien pendant la semaine et je mange de la viande 1 à 2 repas par semaine, plutôt le week-end, tu vois. C'est le côté voilà, je me fais un petit steak, j'ai réduit les quantités déjà du steak en lui-même et puis le reste du temps j'ai vachement végétalisé mon alimentation, mais voilà, j'ai du mal à descendre, mais tu vois, pour moi, c'est ok, tu vois. Ce qui est important, c'est de réduire et c'est de faire des efforts. Et à partir du moment où tu es là-dedans, tu vois, bah derrière, et si derrière tu es transparent, tu vois, quand tu communiques dessus, bah pour moi, il y a aucun problème, quoi. Tu vois, on est voilà, on vit dans un pays développé. On sait tous que c'est difficile déjà à l'échelle individuelle. C'est difficile d'un point de vue social aussi, tu vois. Genre, si tu vois, on a tous des amis qui sont plus ou moins
plus ou moins, on a tous des amis, de la famille qui sont plus ou moins, comment dire, impliqués dans ces démarches. Et moi, le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est de me couper de mes proches ou de m'engueuler avec mes proches. Tu vois, j'ai un frangin qui habite au Canada, alors il rentre pas tous les week-ends, mais bien sûr, une fois, 2 fois par an, il rentre en France, quoi. Tu vois, bon, son bilan carbone, c'est pas du tout lui, il est pas 4 tonnes, hein, si tu veux, mais voilà, je me vois pas. Je pense qu'on a un job systémique à faire là-dessus, et moi j'alerte, ou en tout cas, tu vois, c'est mes prises de position. J'ai des prises de position un peu publiques là-dessus, entre guillemets, tu vois, quand je poste sur LinkedIn, mais j'ai pas du tout envie de me brouiller avec mon frangin à cause de ça, quoi, tu vois. Donc voilà. Bon, transparence, deuxième point. Je ferme la parenthèse. Troisième point, c'est le fait d'avoir de la sincérité dans l'engagement, tu vois. Et la sincérité dans l'engagement, c'est le côté pas surjoué, tu vois, genre pas cliver pour cliver, le buzz pour le buzz, etc. Tu vois, là-dessus, et sur LinkedIn, il y a une espèce de virage là qui a été pris, j'ai l'impression, depuis à peu près 6 mois, c'est l'enfer, quoi. Tu vois, je prends un sujet, j'essaye de trouver le truc, la vision la plus radicale possible, et j'envoie, quoi. Tu vois, là, j'ai vu passer la semaine dernière un post, la société, comment dire, la sécurité sociale, c'est de la merde. Ok, voilà. Vous avez 3000 caractères, vas-y. Et si tu veux, que des trucs comme ça. Je prends un sujet ultra clivant, je prends une position ultra libérale à fond, et je viens pleurer parce qu'en France, on n'aime pas les gens de droite, alors qu'on a eu, alors que là, sur la 5e République, si tu veux, t'as eu 2 présidents de gauche et 6 de droite, ou 5 ou 6, bon, soit. Mais voilà. Mais ça me fait, c'est un truc qui me fait, j'en rigole, je préfère en rire, mais le côté, voilà, les gens qui vont envoyer du buzz pour du buzz, etc. Non, il faut que ça vous corresponde, il faut que tu sois à l'aise avec ça, quoi. Après, il y a des gens qui sont clivants, il y a des gens qui n'existent que par le clivage, etc. Je pense pas que ce soit des gens forcément responsables, mais si c'est ta nature profonde, ok, ton engagement finalement il est sincère, quoi, tu vois. Et si tu te sens, si ton écologie elle est vraiment radicale, parce que là, tu vois, ce que je viens de dire avant, ça pouvait être perçu comme quand même assez conciliant. Si toi, si tu t'épanouis dans la radicalité, go, hein, en fait, vas-y, tu vois, il y a pas de souci. Mais l'important c'est que ce soit sincère, en fait, tu vois, et que ça te corresponde. Voilà. Donc voilà, honnêteté, transparence, engagement sincère, et voilà. Quand tu suis ces guidelines-là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais des fois, c'est difficile de trouver sa boussole, quoi. Surtout dans un environnement où les positions sont de plus en plus clivées, ou aussi, dans les commentaires, on a l'impression que dès qu'on dit quelque chose, ça vient tout de suite surréagir. Comment est-ce que toi, qui travailles sur ces sujets avec plusieurs entreprises, tu arrives à mettre en place une stratégie en interne qui respecte véritablement la volonté des employés et d'harmoniser aussi tout ça dans ce contexte? Première chose déjà, si tu veux, sur la question du clivage, et ça fera une bonne introduction, c'est que fatalement aujourd'hui, et tu vois, ceux qui utilisent et surutilisent ces techniques l'ont bien compris, le clivage en fait peut apporter de la viralité entre guillemets, parce que effectivement les gens qui vont se reconnaître vont liker, et ceux qui vont être vont liker à 200%, j'ai envie de te dire, et ceux qui sont en désaccord vont être en désaccord à 200% et vont venir commenter, notamment de manière virulente, ce qui va pouvoir, en plus, c'est la guerre des commentaires en commentaire entre les pros et les contre, tu vois, donc ça. Ça, à mon avis, pour une boîte, à part une boîte qui se vit bien dans le chaos et dans la radicalité, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et la meilleure manière d'échapper à ça, quelque part, c'est en fait d'avoir une stratégie de contenu qui repose sur des faits, de l'analyse avec du contenu sourcé, solide, costaud, etc. Et de toute façon, tu peux pas empêcher les gens d'être clivants, ou d'arriver ou de débarquer en commentaire en te traitant de Khmer vert, si tu veux. Mais quand ils font ça sur un post qui est déjà dans lequel tu affirmes une opinion, c'est le jeu, tu vois. Quand ils le font sur un post qui est factuel, qui relève de l'analyse, qui est sourcé avec des données chiffrées, etc., ils se mettent eux-mêmes hors jeu. Tu vois, c'est-à-dire que ils répondent à des faits par une opinion. Et dans ce cas-là, tu dis, écoute, on peut pas discuter. De toute façon, on peut pas discuter. Et leur posture, ils se mettent hors jeu en solo. Donc, première chose, je pense que pour une boîte, tu vois, qui veut pousser ses salariés à prendre la parole, etc., moi, c'est ce que je mets en place assez souvent, tu vois, en interne, quand les gens me disent ouais, mais nous on n'a pas envie de faire comme toi, on n'a pas envie de s'exposer sur certains sujets, etc., ou on n'a pas envie d'entrer dans le domaine du perso, etc. Et je leur dis première chose,
toute façon, votre objectif, c'est de développer de l'expertise et d'être perçu comme des experts. Donc, à partir de là, justement, pour commencer par avoir des prises de parole d'experts. Et donc, des posts fouillés, analytiques, avec de la donnée, de la matière, etc. C'est pas ceux qui vont marcher le plus ou le mieux, mais on s'en fout. Votre objectif, il est pas de faire des millions de vues. Votre objectif, il est d'être perçu collectivement comme des experts, comme des gens qui ont une vision, etc. Et donc, première chose déjà, investir le terrain du contenu analytique et sous forme de décryptage, de déconstruction, etc. avec des chiffres. Déjà, c'est un premier pas. Une fois qu'on a dit ça, moi, si tu veux, souvent, ce que je remarque en entreprise, et je te le disais en préambule, j'ai fait beaucoup de formations où les gens étaient très contents, ils achetaient la formation, je faisais 2, 3 demi-journées, 4 demi-journées en fonction des packages, etc. J'allais même jusqu'à proposer un atelier d'écriture, tu vois, pour les faire rentrer dans le bain directement. Et en fait, je mettais toujours en place un call de suivi à 1 mois. Et si tu veux, 1 mois plus tard, j'arrivais, les gens, alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et 95% du temps, les retours que j'avais, c'était, la formation était super, Guillaume. Et qu'est-ce que vous avez mis en place? 95% du temps, rien, si tu veux, parce que là, on n'a pas le temps, mais bon. Spoiler, si t'as rien mis en place après 1 mois, t'auras rien mis en place après 6 mois, quoi. Et du coup, ça m'a toujours fait halluciner de cette capacité des gens à acheter des formations et à rien en faire derrière, quoi. Et une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais ça, c'est pas possible. Et d'où mon idée, si tu veux, d'accompagner de l'intérieur la création de contenu et de mettre en place des ateliers d'écriture. Et alors, si jamais, tu vois, c'est toujours pareil, je vais te livrer, moi, ma méthode un petit peu. Si tu arrives à la déployer en interne, et c'est top. Après, effectivement, moi, j'aide les boîtes à impact à la déployer, mais si je devais le faire en interne demain, qu'est-ce que je ferais? La première chose, le plus important, c'est d'avoir un peu un ou une chef de projet un peu là-dessus. Donc, généralement, tu vois, ça va être le CMO, la CMO ou la responsable de la com ou le responsable com. Bon. Mais d'avoir un chef de projet identifié, première chose. Deuxième chose, il faut que cette personne identifie en interne 2-3 personnes, pas plus pour commencer. Ça sert à rien de commencer à 15 000. 2-3 personnes vraiment motivées, tu vois, qui ont cette volonté de prendre la parole. Parce que la règle numéro 1, c'est que tu peux forcer personne et tu vas pas dire aux gens, je veux que tu publies sur LinkedIn, etc. C'est le meilleur moyen de toute façon, déjà, tu peux pas forcer les gens et deux, de toute façon, c'est le meilleur moyen de n'obtenir aucun résultat. Donc, tu vas faire un peu le tour des bonnes volontés, sourcer comme ça en interne 2-3 personnes qui sont motivées. Et généralement, tu vois, si le ou la chef de projet, il faut qu'il ou elle soit dans ces personnes, quoi. Tu vois, ça c'est un peu non négociable. Et donc constituer une espèce de petite équipe, de petite team, leur donner peut-être, tu vois, quelques bonnes pratiques. Là, t'as plein de playbooks un peu gratuits. Notamment, tu vois, je vais pas faire la pub, mais t'as ma mini formation qui est gratuite pour les acteurs de l'impact en 4 emails. Tu vois, ça t'apprend comment mettre à jour ton profil, comment définir ta ligne éditoriale, etc. Donc tu te formes un petit peu à ça en interne. Tu peux faire passer ce lien aux gens. L'idée, c'est que les gens partent pas de nulle part un peu, aient mis à jour leur profil et 2-3 rudiments sur la ligne édito, tu vois, un peu les trucs. Et puis après, de toute façon, ils vont apprendre en le faisant. Donc voilà, chacun constitue un peu sa ligne éditoriale. On se donne un peu de la visibilité sur qui va prendre la parole sur quoi. C'est pas grave s'il y a des redites, c'est pas grave s'il y a des thèmes qui font un peu doublon. L'idée, c'est d'éviter d'avoir 4 prises de parole qui soient vraiment, tu vois, équivalentes, quoi. Donc, d'aller chercher un peu en termes de sujets, en termes des choses un peu complémentaires. Et une fois qu'on a ça, c'est se fixer des objectifs raisonnés, mais quand même une régularité. C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'on se dit qu'on fait 2 posts par mois, peut-être pour commencer, tu vois, voire un post par semaine, c'est le top si on arrive à introduire une régularité hebdomadaire, c'est vraiment bien. Mais voilà, à minima, tu vois, se fixer des objectifs et surtout s'y tenir. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être trop ambitieux. Tu vois, s'il y a un post par semaine, les gens sentent qu'ils vont pas le tenir, c'est pas grave. Faites plutôt un post toutes les 2 semaines, mais faites-le par contre. Et voilà. Et partez sur une plage horaire de vous dire une plage de timing en disant, écoute, on fait un test sur 3 mois et on fait un test à l'issue des 3 mois, par exemple.
Tu vois, ou si c'est une fois par semaine, on peut raccourcir les délais aussi et se dire, on fait un post par semaine. Par contre, on fait une expérimentation sur 2 mois, tu vois, ça fait 8 posts. 2 mois, c'est le minimum. Mais voilà, 2-3 mois, c'est le genre de voilà, des cycles de validation courts pour regarder un peu, tu vois, les indicateurs en termes de comment évoluer notre réseau, comment, en termes de visibilité, qu'est-ce que ça a donné, en termes d'opportunités, ou est-ce que ça a déclenché des choses, etc. Voilà. Et donc, tu vois, objectif raisonné mais régulier, croiser les lignes éditoriales. Et une fois qu'on y est, après, le meilleur truc, moi, c'est ce que je fais, tu vois, en tant que pro. Et c'est ce que certaines des boîtes que j'ai accompagnées ont continué à faire. L'idée dans l'absolu, c'est d'essayer de se créer un créneau un peu fixe, tu vois. C'est-à-dire que si chacun travaille dans son coin, c'est possible. Pourquoi pas, tu vois, ça peut marcher. Mais sinon, moi, c'est ce que je fais. J'anime des ateliers d'écriture. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a calé sa ligne éditoriale et qu'on a brainstormé un peu sur des idées de poste, on se cale 1 heure en visio à 4, si on est 4 ou 3, tu vois. Et en fait, pendant ce créneau-là, chacun rédige un peu son poste. Et c'est un créneau vraiment dédié à la rédaction. C'est-à-dire que si le poste mérite d'être sourcé, ça suppose que ce taf-là, il soit fait avant. Tu vois, si tu as besoin de lire des articles, de collecter de la donnée, de lire un rapport de telle ONG ou de telle institution avant d'aborder le sujet, ça, il faut que ce soit fait. Et il faut que cette heure, elle soit vraiment dédiée à la rédaction. Et idéalement, en fait, tu vois, tu prends 50 minutes un peu pour la rédaction, et les 10 dernières minutes, tu fais ce qu'on appelle des copy buddies, c'est-à-dire que tu fais des équipes de 2 et chacun relit le post de l'autre, tu vois, et lui fait des retours pendant 10 minutes. Et comme ça, à la fin de l'heure de ta session, t'as ton post qui est prêt, chacun a son post qui est prêt à partir. Et à partir de là, si tu veux, l'idée, c'est pas de le poster le même jour ensemble, mais tu vois, c'est peut-être d'échelonner le postal en disant, voilà, moi je poste aujourd'hui, toi tu postes demain, toi dans 2 jours, et voilà. Et donc en fait, si tu arrives à faire ça par semaine, tu vois que si t'es 4, t'as quasiment un post par jour ouvré, tu vois, lundi à vendredi, qui part à l'échelle de la boîte, tu vois. Et voilà. Et donc ça, une fois que tu arrives à créer cette régularité, ce que tu peux faire derrière, c'est à la fin de tes 2 mois, à la fin de tes 3 mois, tu te fais un bilan. Si tu as 2-3 KPI à regarder, tu regardes un peu le nombre de vues qu'a fait chaque post quand même, le nombre d'opportunités que ça t'a ouvert. Alors ça peut être des leads qui sont rentrés, ça peut être aussi, tu vois, là par exemple, j'ai moi dans les boîtes que j'ai accompagnées là-dessus et que je continue d'accompagner. Aujourd'hui, je bosse pour AXA Climate, tu vois, pour les équipes d'AXA Climate. Alors à la fois les gens de la Climate School et à la fois les gens de la branche assurance. Et tu vois, par exemple, dans les opportunités que ça a déclenché, là par exemple, il y a quelqu'un au sein de la Climate qui a fait un post assez niche sur genre la durabilité en matière de et les enjeux, on va dire, les enjeux en termes de respect des limites planétaires de l'industrie minière et de l'extraction de certains minerais, notamment liés à l'électrique, en fait, tu vois, donc le cobalt, le lithium, etc. pour les batteries. Et tu vois, ça a déclenché une demande d'interview dans un journal, dans un magazine assez spécialisé, tu vois, très niche, mais un magazine, le magazine de l'industrie minière, etc. Tu vois, donc voilà. Donc tu notes un peu, tu vois, toutes ces choses. Ça peut être des invitations à un podcast aussi, tu vois. Voilà, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, tu vois, typiquement, c'est voilà, comment dire. Ouais, exactement. C'est grâce à un poste. Et donc, tu vois, ça fait partie un peu du bilan. Et donc, bien sûr, regarder si ça a généré du lead, mais au-delà de ça, est-ce que ça a généré aussi, tu vois, des demandes de partenariat, des demandes de la couverture presse, ce genre de choses, et tout lister. Et une fois que tu as ça, ça peut être, si tu veux essaimer un peu en interne, tu vois, ça peut être l'occasion d'essayer d'organiser peut-être un meeting un peu plus élargi, tu vois, auprès de gens que ça intéresse en interne, et que les gens qui ont participé à cette première expérimentation viennent présenter ce bilan, tu vois, à la fois chiffré en fonction de tout ce qu'on s'est dit, et à la fois sur tu vois, qu'est-ce que ça leur a apporté, pardon, par ailleurs, parce que effectivement, si tu veux, ces strates de prise de parole, elles ont un effet positif sur la boîte, mais bien sûr, elles ont un effet positif aussi sur celles et ceux qui prennent la parole, tu vois, à titre perso, quoi, entre guillemets. Voilà. Et puis après, une fois que tu as ça, essayer de dupliquer, tu vois, ce système, et ne pas hésiter à créer une sorte un peu de parrainage, tu vois, entre que chaque personne de la première promo, entre guillemets, qui est plus expérimentée, vienne chapeauter un peu quelqu'un de plus newbie, entre guillemets, de la deuxième promo. Et c'est comme ça aussi que tu crées en fait un partage de compétences et que tu fais monter en compétences les équipes en interne, quoi, tu vois. Un truc que tu as dit que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que en fait, effectivement,
ces stratégies d'employee advocacy, les contenus que vont publier les collaborateurs, c'est pas uniquement là pour faire la promotion de l'entreprise, mais c'est surtout pour appuyer et mettre en valeur leur expertise. Ça va pas juste bénéficier l'entreprise, mais sur le long terme, ça va aussi être hyper bénéfique sur ton employabilité au sens propre, quoi, ton statut d'expert, etc. Ça, c'est un truc dont j'ai pas discuté, effectivement, tu vois, parce que bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt focus sur les aspects branding, visibilité, etc., notamment sur LinkedIn. Mais ça serait rigolo. Il faudrait que je fasse un sondage parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées pour voir combien d'offres de jobs sont tombées suite à une activité plus ou moins soutenue sur LinkedIn, tu vois. Et mais en vrai, carrément, bah bien sûr. De toute façon, à partir du moment où tu génères de la visibilité, faut pas se leurrer, tu génères aussi de la visibilité auprès des recruteurs et LinkedIn reste quand même une plateforme phare pour les recruteurs, tu vois, et le recrutement, hein. Donc fatalement, mécaniquement, à partir du moment où tu crées de la visibilité, enfin tu génères de la visibilité là-dessus, déjà tu remontes, si à partir du moment où tu mets à jour ton profil avec les bons mots-clés, etc., ton profil va déjà ressortir dans les requêtes des recruteurs quand les gens cherchent à sourcer des profils dans un secteur, dans une industrie, etc., notamment dans l'impact, tu vois. Première chose, donc t'es visible quand t'es recherché sur certains mots-clés, première chose. Et deuxième, tu peux remonter aussi de manière organique et spontanément, pourquoi pas, à travers le contenu et la visibilité que t'acquiers, ouais, tout à fait. Tu renforces aussi ta crédibilité et la relation de confiance avec tes clients. Moi, je sais que mes clients lisent, beaucoup de mes clients lisent mes posts LinkedIn, la newsletter ou écoutent le podcast. Et j'ai souvent des retours de j'ai lu ton post la semaine dernière, ça m'a bien parlé. Je vois que on a fait effectivement, on a utilisé cette même stratégie en interne. Je trouve ça top, etc. Enfin, ça renforce aussi ton statut d'expert, quoi. Donc en général, c'est tout bénef. C'est peut-être le truc le plus sous-coté et ce que personne n'a présent en tête. C'est-à-dire que tu vois, et notamment pas mal de startups, moi, on va dire que mon cœur de cible, entre guillemets, ou le segment sur lequel j'ai le plus de clients aujourd'hui, c'est les startups et les boîtes à impact. Donc des boîtes assez jeunes, si tu veux, qui sont assez dynamiques, mais qui ont entre 20 et 40, 50 salariés, tu vois. Et sur ce segment-là, j'ai pas mal de CEO aussi qui me contactent, tu vois, en mode lead entrant, quoi. Ouais, on a vu ce que tu fais, c'est cool. Est-ce qu'on peut se parler? Et les trois quarts de ces gens sont obnubilés par les leads, par l'acquisition, en fait, tu vois. Et quand ils te parlent et en fait, je leur dis souvent, enfin, ne négligez pas la puissance de réassurance aussi de LinkedIn, et notamment pour tous les gens qui bossent en B2B. Tu vois, j'ai des startups en B2B qui viennent me voir et je leur dis, mais attendez, justement, vous avez déjà un peu fait vos preuves, sorti un MVP, vous avez un premier produit qui tient la route, etc. Vous avez un nombre de clients, vous générez du chiffre, vous avez des clients, etc. Communiquer sur LinkedIn et publier sur LinkedIn, c'est aussi important pour rassurer ces gens-là, en fait, et fidéliser, en fait. Et voilà. Et j'ai plein d'exemples là-dessus, pour le coup, de clients que j'accompagne qui ont des retours comme ça en me disant, punaise, depuis que je m'assieds dès que je m'assieds en salle de réunion, ou dès que je rencontre des gars en meeting client ou ce genre de choses, à chaque fois, j'ai droit à une petite réflexion, soit positive, soit un petit chambrage, mais qui sous-entend que les gens te lisent, en fait, tu vois. Et voilà. Et sur certains clients, c'est hyper important quand même de faire de la réassurance, quoi, tu vois. Donc ça, c'est le truc le plus sous-coté, mais qui pour le coup existe bel et bien, ouais, tout à fait. Guillaume, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Bah écoute, c'est une très bonne question, mais je pense qu'en fait que tout ce que j'ai dit, tu vois, jusqu'ici, et notamment, tu vois, les 3 points, tu vois, honnêteté, transparence, engagement sincère, ça, et que je compléterai par le fait de ralentir, tu vois. Donc si t'es honnête, si t'es transparent, si t'as un engagement sincère et une volonté aussi de ralentir à des moments, tu vois. Et alors ralentir, c'est toujours pareil. Je pense que on va pas, on n'a pas 3 heures, donc on va pas parler de décroissance. Mais de toute façon, enfin, je pense qu'il y a certaines activités qui sont amenées à décroître par la force des choses, et qui sont amenées à décroître par la force des choses. Il y en a certaines qui effectivement vont être amenées à croître, mais de toute façon, je veux dire, on a besoin de manière générale de ralentir sur pas mal de trucs. Et pour moi, le slow marketing, tu vois, là-dessus, c'est celui qui est honnête, qui est transparent, qui est sincère, mais qui aussi ne pousse pas au superflu, quoi. Tu vois. Et ralentir, ça aussi, c'est questionner nos besoins, questionner est-ce que j'ai besoin, tu vois, d'aller faire cet enterrement de vie de garçon
je sais pas moi, en Pologne ou en Hongrie ou en machin, alors que je peux faire dans la ville d'à côté, tu vois, ou même pourquoi pas dans ma ville en plus, tu vois, genre moi je milite pour des vacances ultra locales comme ça. Je suis sûr que tu peux t'organiser un EVJF ou un EVG dans ta propre ville en faisant le tour de, je sais pas moi, 5 bistrots que t'as jamais, dans lesquels t'as jamais mis un pied, et sur une thématique un peu précise, un peu particulière, où tu vois, ou 5 bistrots dans lesquels spontanément t'aurais jamais mis les pieds, quoi, tu vois. Et j'en sais rien, tu vois, c'est une idée, c'est une idée de start-up. Non, je plaisante, mais tu vois, en fait, enfin, l'aventure, elle est vraiment au coin de la rue, quoi. Et ça, je pense qu'en ralentir, tu vois, c'est ça aussi, c'est questionner nos besoins et essayer à des moments de réduire aussi, ou d'enlever un peu nos mauvais réflexes, qui sont nos mauvais réflexes carbonés, tu vois, qui sont, ouais, on fait un EVG, génial, on va aller à Cancun, quoi. Ben non, en fait, pas du tout, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, ouais, le slow marketing pour moi, c'est ça. C'est justement, essayer comment dire, de faire émerger ces besoins-là, ou en tout cas de les souligner, de faire prendre conscience aux gens qu'on a en face que leurs besoins sont surdimensionnés, parce qu'en fait ils sont dimensionnés à l'aune de notre société thermo-industrielle, et à l'aune du pétrole, quoi, basiquement, tu vois. Donc voilà, c'est essayer de faire redescendre ces besoins-là aussi. Ça me fait penser à une intervention qu'avait fait Guillaume de Sousa au congrès de la communication responsable, et où il parlait du futur de l'impression, et il disait, mais en fait, tu vois, les imprimeurs, ils ont tendance à faire de l'upsell, quoi, de dire, Ouais. bah en fait là, si t'imprimes 1000 flyers, c'est tant, mais si t'en imprimes 5000, bah ça sera moins cher, etc. Il dit, oui, mais bon, t'en imprimes 5000, mais t'en avais besoin que de 1000. Donc, en fait, à la fin, il va t'en rester 4000 après ton event. Et la prochaine fois que tu dois faire un event, bah, du coup, tu vas te dire, ah, bah, en fait, les flyers, ça marche pas. Il fait, bah, en fait, c'est ça aussi. C'est peut-être que se dire, bah, si je fais des offres justes, je peux créer des relations pérennes et faire en sorte que, à un moment donné, bah, effectivement, l'industrie de l'impression, elle va pas être en croissance exponentielle, mais elle va trouver une stabilité parce qu'il y aura toujours besoin d'impression. Mais bien sûr, bah là-dessus, deux choses. Première, on passe le bonjour à Guillaume, et on passe le bonjour à Manon aussi, parce que tu vois, ça me fait l'occasion de ces deux personnes que je connais, et Guillaume un peu plus, parce qu'en plus il est tourangeau, tu vois, c'est rigolo, donc comme moi, donc on s'est croisés, on a eu l'occasion de se croiser. Et la deuxième chose, c'est complètement aligné, c'est le côté, enfin, tu sais, c'est le principe de la promo, quoi, tu vois. Oui, ok, le deuxième est 50% moins cher, mais en vrai, le truc, c'est que tu le payes toujours plus cher qu'un article, parce qu'au final, t'en achètes quand même deux, quoi. Et c'est pareil pour ça. Enfin, c'est le concept de la promo, quoi. Genre, de toute façon, enfin, je veux dire, tu achètes par essence un truc dont t'avais pas forcément besoin. Donc, t'as l'impression d'avoir fait la bonne affaire. Elle n'existe pas. Je veux dire, la bonne affaire, c'est de payer le juste prix quelque part pour un objet ou un produit ou un service dont t'as besoin et qui est proportionné à ton besoin, quoi, tu vois. Et même si le deuxième est 80% moins cher, si t'en avais pas besoin, c'est déjà 20% de trop, tu vois, et c'est déjà 20% que t'as payé en plus, et qui là-dessus, tu vois, te sort de toute rationalité, quoi. Ça, c'est en mode, ben ouais, mais si t'avais plus justement mesuré ton besoin, alors certes, t'aurais payé à l'unité plus cher tes flyers, mais au final, t'aurais quand même payé 1000 plutôt que 1200, quoi, tu vois, pour 3000 flyers que t'as pas utilisé, quoi. Donc en plus, il y a une démarche rationnelle, et ça se justifie d'un point de vue rationnel aussi, quoi, tu vois. Mais voilà, FOMO. Encore une fois, on revient, tu vois, au biais cognitif, et à ce que je disais un peu plus tôt, quoi. Guillaume, la question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast? Tu vois, je me suis posé la question, et justement, j'ai pris le parti, tu vois, donc je suis engagé sur le plan environnemental, mais aussi sociétal, et je me suis dit deux choses. Je me suis dit que maintenant, si tu veux, première chose, je recommanderais plus que des femmes. Première chose tu vois, première chose. Et si possible aussi des femmes issues de la diversité, parce que voilà, j'ai l'impression c'est bien qu'à des moments on ait d'autres visages aussi, et voilà. Donc j'ai choisi en fait trois personnes, qui sont trois femmes. La première, c'est Megan Bouteloup, c'est la cofondatrice de Marketing Flow, que tu connais peut-être. Voilà, donc Marketing Flow, c'est une communauté de marketeurs engagés, et Megan co-anime cette communauté. Première chose, et donc je pense que pour discuter de tous ces sujets, tu vois, je pense que c'est la personne aussi à indiquer. Une deuxième personne que je te recommanderais, c'est Mélanie Duclos,
qui est une marketeuse engagée et également qui fait du LinkedIn, mais plutôt dans de la prospection, du sourcing et de l'outbound en fait, et qui en plus porte un projet sur la diversité dans les entreprises à impact. Donc tu vois, je pense que c'est une personne intéressante à double titre. Et la troisième personne, du coup, c'est Aurore Jacques. C'est la CMO de Goodvest, qui est une solution d'épargne responsable et en fait qui est elle-même issue de la diversité. Donc voilà, comme ça j'ai bouclé un peu la boucle et voilà les trois invités que je pourrais te recommander. Super, j'irai regarder tout ça. Merci pour les recommandations. Guillaume, c'était super intéressant comme conversation. Je sais déjà que je vais ajouter ta mini formation dans la description de l'épisode, ton profil aussi. Cool. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, écoute, c'était super intéressant d'aborder ces sujets aussi. Et écoute, j'espère que l'épisode et comme les autres épisodes aussi, enfin que ton podcast et même ce genre d'initiative va générer de la visibilité parce qu'on en a besoin, quoi. Voilà, on a besoin d'autres choses et notamment en plus pour les gens qui font du marketing et de la communication, on a besoin d'autres choses que des prix barriers, des prix en neuf et du FOMO et du 3 pour le prix de et du 3 pour le prix de 2, quoi. Donc à fond pour essayer de contribuer à changer ça aussi et notamment à travers la transparence, à travers un engagement sincère, encore une fois. D'accord. Écoute, merci Guillaume. Merci Anaïs pour l'invitation. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.